D'abord, avant la table ronde, il y a l'intervention de Jean-Michel Chaumont, qui est de l'Université de Louvain. Et Jean-Michel Chaumont va nous parler peut-être de son itinéraire de pensée vis-à-vis de ce thème, hein, de ses réflexions qui sont aussi à la limite de l'éthique. C'était aussi par rapport à ces réflexions éthiques que nous l'avons invité. Donc vous pouvez commencer. Merci beaucoup. J'étais à l'Université de Louvain depuis un an. Je jouis des bénéfices de la retraite, et ce qui permet de parler plus facilement du passé. Il y a 40 ans, j'ai demandé et obtenu le statut d'objecteur de conscience. En lieu et place de mon service militaire, j'ai presté 2 années à l'étranger comme volontaire de l'enseignement. Ma demande s'inscrivait alors dans le contexte de la crise des euromissiles, dont certains se souviennent ici, et des manifestations pacifistes de grande ampleur auxquelles je participais. Depuis quelques années, la menace de la guerre est bien plus réelle, me semble-t-il, qu'elle ne l'était alors. Et non seulement le mouvement pacifiste est absent, mais je ne suis plus certain que j'en serai. De même, les rapports entre le militaire et le scientifique m'apparaissent sous un jour qui n'exclut plus leur commerce, même si l'industrie de l'armement et la technoscience représentent à mes yeux toujours le couple diabolique par excellence. Et ce n'est pas l'exposé de M. Serfati qui me fera changer d'avis. Je suis venu aujourd'hui avec l'espoir de pouvoir tirer au clair si mon évolution d'un pacifisme radical à un pacifisme beaucoup plus circonspect relève de la sénilité ou de la sagesse. Mais avant de tenter de répondre à cette question, quelques remarques introductives pour vous dire comment et pourquoi j'ai été amené à revenir sur ce chantier. Tout d'abord, merci de m'avoir invité parce que je ne suis pas un spécialiste. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur les conduites de survie et de résistance en situation extrême. Et on sait que ces situations extrêmes se produisent le plus souvent en marge de conflits armés, mais ce n'est pas à proprement parler l'aspect militaire des conflits qui a retenu mon attention. Il y a quelques années, cependant, alors que je présidais la commission d'éthique de la recherche de mon institut de recherche, j'ai été sollicité par les autorités universitaires pour réfléchir au cas de ces recherches duales dont on a évoqué l'existence depuis un certain nombre d'années, puisque pour la première fois depuis sa création, il y a maintenant 6-7 ans, je pense, hein, l'Union européenne, la Commission, a officiellement financé des recherches à finalité militaire auxquelles les universités avaient accès. Évidemment, comme toutes les universités sont intéressées par des financements supplémentaires, et la question se posait au niveau des universités belges aussi de savoir jusqu'à quel point et sous quelle modalité l'engagement de nos universités pouvait se concrétiser. Du coup, étions-nous, nous, comité d'éthique de la recherche en sciences sociales, disposés, oui ou non, à donner le feu vert à un certain nombre de ces recherches, et si oui, à quelles conditions ? Du coup, j'ai organisé en 2019 à la Fondation universitaire belge un ethical forum. Chaque année, on fait ça autour d'un thème particulier. Et celui-là s'intitulait « Academics as Soldiers, is defense-related research a scandal or a duty ?» La recherche à finalité militaire dans les universités, est-ce un scandale ou un devoir ? Nous avons entendu différents points de vue pendant cette journée, avec des arguments de nature diverse et des intérêts économiques, militaires, géopolitiques représentés, sans qu'aucune conclusion forte ne se dégage.
ce qui montre bien à quel point la situation est complexe. C'est mon collègue et ami Philippe Van Parijs, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un héritier de Rawls et un grand penseur, je crois, en philosophie politique contemporaine, qui chaque année fait la conclusion de cet Ethical Forum. Souvent, il a des positions très claires qui se dégagent. Et là, ce qui était remarquable, c'était qu'il semblait plaider pour au cas par cas, ce qui est très, très peu satisfaisant, évidemment, d'un point de vue lorsqu'on doit commencer à penser à une politique globale. Dans les mois précédents, afin de préparer cette manifestation, j'avais organisé un séminaire sur ces financements à finalité duale avec une quinzaine d'étudiants en sociologie. Et le souvenir le plus marquant que j'en ai conservé est l'absence d'indignation de leur part. Pas un, pas une, pour porter à la connaissance de l'Assemblée générale des étudiants de Louvain le fait que leur université envisage de s'engager sur cette voie. Plus encore, nous n'avions trouvé dans les dernières années qu'un seul cas au Canada de mobilisation étudiante un peu sérieuse, et encore était-ce une université déjà fortement compromise avec le militaire. Donc de mobilisation étudiante, je crois que c'était à McGill, à Ottawa ou à Montréal, je ne sais plus, où il y avait une mobilisation étudiante contre la présence de cette collusion scientifico-militaire forte. Pour le reste, rien du tout. Autrement dit, la cause pacifiste ne semble pas être embrassée par nos étudiants comme elle a pu l'être lorsque j'étais étudiant moi-même il y a 40 ans. Comment apprécier ce désintérêt? Deux interprétations radicalement opposées peuvent être avancées. Et puis, là, tantôt, on nous en a donné une troisième, plus généreuse. La première serait qu'ils sont plus réalistes que nous ne l'étions, davantage conscients des menaces qui pèsent sur le continent. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 22 ne pouvait évidemment que leur donner raison. D'être résignés à ce que ce genre de choses se produisent au sein de l'université, sans pour autant vouloir manifestement s'y engager. Mais tout à l'inverse, pourrait-on avancer que leur indifférence provient de leur insouciance? Comme le service militaire a été supprimé dans la plupart des pays européens, ils ne se sentent nullement concernés. Nous, évidemment, on devait encore se préparer à passer un an en caserne. Pour eux, c'est même pas une question. Donc la guerre, c'est très loin de leur quotidien, l'armée, c'est très loin de leur quotidien, et ça se vit par écran interposé. Tout à l'heure, on nous a donné une troisième hypothèses de travail, probablement qu'elles ne sont pas exclusives les unes des autres, mais qu'on ne leur dit pas ce qu'il en est vraiment des risques encourus à travers les modalités de défense qui ont été choisies par nos pays, et je veux bien croire que ce soit en effet une dimension importante aussi. Et les collègues, me direz-vous, pas de réaction non plus. De manière générale, que je sache, la seule décision prise en fin de compte au sein de l'université était de vouloir créer un comité d'éthique auquel j'ai refusé de m'associer parce que, en fait, comme vous le savez probablement, les recherches duales sont très encadrées légalement aussi, en ce sens que, comme on l'a mentionné aussi, des collègues de certains pays, par exemple, ne peuvent pas être engagés, puisque question de secret. Et il y a toute une réglementation légale qui est d'application. Et il me semblait qu'on mélangeait complètement, en l'occurrence, les enjeux
proprement éthique et les enjeux légaux, et que ça aboutissait à une très grande confusion. Donc, on a préféré faire en sorte que ce soit le vice-recteur avec son conseiller légal qui tranche et qui éventuellement prennent avis auprès des différents comités d'éthique qui existent. Mais, on a encore mentionné là tantôt d'une autre association de scientifiques contre le réarmement, ou en particulier contre la menace nucléaire, qui ont été créés dans les années 50, fin des années 50. Rien de tout cela ne s'est reproduit ni chez nous, ni ailleurs en Belgique durant cette période. Alors ça m'a amené à me poser un peu quelques questions sur cet état scientifique que Merton, le sociologue américain, enfin naturalisé américain, puisqu'il venait d'une famille juive russe, immigrée au début du siècle comme tant d'autres aux États-Unis. Et Merton publie en 1942 un livre, un petit article intitulé « La structure normative de la science », où il tente de disséquer les composantes jamais explicitées de l'éthos scientifique. Alors, il est trop tard maintenant pour entamer une explication de texte, d'autant plus que c'est un texte qui est un peu daté déjà. Mais sachez seulement qu'une des dimensions importantes, on y reviendra tout de suite, de cet ethos scientifique selon lui, c'était sa dimension universaliste, auquel beaucoup d'exposés ont fait allusion, avec cette tension dont Merton lui-même était très conscient entre l'universalisme même pas comme idéal, comme impliqué par la pratique de l'échange et de la communication scientifique, et par le fait qu'aucun résultat scientifique n'est censé être déterminé et n'est, en fait, si on le prend au sérieux, n'est déterminé par l'origine nationale, religieuse, ethnique ou autre de son auteur. Il n'y a pas de science juive, il n'y a pas de science allemande, il n'y a pas de science bourgeoise, malgré ce qu'un certain nombre de gens ont tenté de nous faire croire. Donc il y a cet universalisme comme dimension essentielle de cette énorme diaspora, finalement, qu'est la communauté scientifique, mais en tension avec l'ethnocentrisme ou le nationalisme qui réapparaît avant, pendant et parfois après la guerre. On a rappelé tout à l'heure les difficultés qu'il y avait eu pour inviter Einstein en France en 1921. Pour exemple de l'intransigeance avec laquelle un certain nombre de chercheurs considéraient cette dimension universaliste, j'aime bien citer l'exemple de l'anthropologue Boas, qui, en 1919, aux États-Unis, lui aussi venant d'Allemagne, mais plutôt, écrit un article ravageur dans je ne sais plus quel, enfin, le nom du journal m'échappe, mais en tout cas, il s'appelle Scientists as Spies. Et il dénonce le fait qu'un certain nombre d'anthropologues américains, sous couvert d'effectuer des recherches archéologiques en Bolivie, si je me souviens bien, en fait, étaient sous mandat des services de renseignement américains. Et Boas écrit un très beau texte dans lequel il utilise des expressions très, très fortes, notamment, je crois qu'il se termine en disant bon, ces gens-là ne sont pas dignes
de faire partie de la communauté scientifique. Ils ont prostitué la science, ça, je me souviens que c'est l'expression qu'il utilise. Et non seulement ils ont prostitué la science, mais ils minent sa crédibilité, ce qui s'est avéré une prophétie extrêmement exacte, je crois. Ils minent sa crédibilité et par là, ils minent l'horizon de fraternité universelle qui est celui de la science. Et ça pose beaucoup de questions, je crois, notamment par rapport aux espoirs qu'on peut mettre ou pas dans la diplomatie scientifique dont il a été question, tout en sachant qu'évidemment, depuis lors, tant et tant de projets où le civil et le militaire étaient impliqués ont eu lieu, tant et tant de scandales ou de comment dire, oui, enfin, tant et tant de collusions se sont produites que dans des tas de pays, les conditions mises, en tout cas en sciences sociales, que je connais mieux ces dossiers-là, enfin, je ne connais même pas du tout les autres, soyons tout à fait francs, mais que les conditions mises pour faire de la recherche, notamment en anthropologie à l'étranger, sont énormes, enfin, sont très lourdes et parfois rendent pratiquement impossible le travail de terrain parce qu'il n'y a pas confiance. Il n'y a pas de confiance des autorités dans le caractère désintéressé, un autre trait de caractère de cet ethos scientifique mis en évidence par Merton. Il n'y a pas de confiance dans le caractère désintéressé de la science. Il y a cette conviction que la science, soit directement par des agents qui sont en fait donc des espions, soit même par ses projets de recherche, par ses problématiques, est une science de type colonisateur. Et quand c'est ce matin, madame qui n'est plus là maintenant, non, disait, hein, il y a eu cet article dans les années 50, épistémologie as politics, je crois, ou end politics, je ne sais plus, mais hein, c'est presque donner raison à ces critiques du colonialisme scientifique qui notamment sont fait jour là, au début des années 60 lorsqu'il y avait ce gros projet dont le nom m'échappe évidemment aussi maintenant, mais au Chili notamment. Hein, c'est la CIA qui finançait, c'était le plus gros budget qui aurait jamais été attribué à un projet de sciences sociales pour en fait étudier les conditions favorables à l'émergence de la contre-insurrection, enfin de l'insurrection, et pour aider la lutte Camelot, le projet Camelot aux États-Unis, mais qui à l'époque, donc lorsqu'il a été dénoncé au Chili par un chercheur scandinave qui se trouvait là-bas, a finalement provoqué une telle onde d'indignation que le projet n'a jamais eu lieu. Et je suppose que les fois suivantes, ce genre de projet, qui, n'en doutons pas, se sont néanmoins réalisés, s'est fait beaucoup plus discrètement. Donc vous prostituez la science, dit Boas, et sa quête d'une coopération internationale. Ce matin, j'étais là le premier, et j'ai vu dehors encore un de ces panneaux sur ces bolides atomiques qui, semble-t-il, sont le quotidien de nos vies, et qui sont observés à partir d'un observatoire central en Argentine, et puis qui semble avoir un réseau. Enfin, je ne connais évidemment rien du tout. C'est ce que j'ai vu là sur le panneau. Typiquement, c'est ça, hein, cette coopération internationale qui suppose qu'effectivement des pays même qui ont des intérêts très, très divisés et des visions du monde très différentes peuvent s'accorder sur un certain nombre de choses.
maintenant, cet horizon de la science, Merton avait distingué trois niveaux, mais n'avait pas, à mon sens, mis suffisamment en évidence un quatrième niveau, plus fondamental encore, auquel il a aussi été fait allusion ce matin par le tout premier des sociologues dont on nous a parlé, de ces trois sociologues déjà donc actifs surtout dans l'entre-deux-guerres, et qui faisaient partie de l'Union rationaliste. Union rationaliste dont les Langevin ont été par ailleurs des fers de lance et des colonnes vertébrales. Et personnellement, je connais un peu les écrits d'Alfred Bayet, hein, la morale de la science, qu'il publie en 1933, je pense, enfin, et qui témoigne, si vous voulez, d'une foi vraiment, et je ne choisis pas ce mot au hasard, dans le pouvoir civilisateur, dans le progrès scientifique et dans les retombées mécaniquement presque civilisatrices de ce progrès scientifique. Et je pense que cette foi était une partie importante de cet ethos scientifique. Et ça, il faut bien dire que si lui a réussi, il a fait une très jolie, très émouvante, je veux dire, nouvelle édition de son livre en 44 ou en 45, après 45, donc après les explosions à Hiroshima et Nagasaki, où on sent bien que pour lui, c'est difficile d'accepter que les progrès de la science aient pu amener ces deux explosions. Et néanmoins, il veut y croire encore. Mais qui parmi nous y croit encore, hein, à cette liaison automatique entre le progrès scientifique et le progrès humain, finalement? Je crois qu'on est très peu à y croire. Et du coup, je me suis un peu intéressé à cette littérature, mais un petit peu seulement, c'est pour ça que je ne veux pas en parler très longtemps, à cette littérature qui s'interroge sur l'émergence d'un autre ethos scientifique qui serait advenu depuis lors. Et il me semble que dans ce que j'ai pu lire, il y a quand même pas mal de choses qui évoque une espèce de déplacement de kudos à place, pour prendre les initiales, enfin les débuts des mots, kudos étant l'éthos scientifique thématisé par Merton, communisme, on partage les résultats contre la pratique du secret, l'universalisme, le désintérêt et le scepticisme organisé, comme disait Merton, comme les quatre dimensions quatre composantes plutôt que dimensions, les quatre composantes de cet ethos. Et tandis que dans Place, on serait dans une recherche qui rend propriétaire de résultats. On labellise, on brevetise, elle est nationale, elle est locale, elle est autoritaire, elle est dirigée par des financements publics et des autres, donc avec commandite plutôt, et elle fonctionne, enfin elle se communique sous le mode de l'expertise. Bon, oui, non, je n'en sais pas trop. Ce qui est clair, c'est que cette évolution de l'éthos communiste, de l'éthos scientifique, serait une explication donnerait une explication plausible pour expliquer pourquoi on est si peu aujourd'hui ici, alors même que personne ne peut dénier que ces questions sont cruciales pour le sens même de notre travail.
Alors, en ce qui me concerne, je reviens maintenant à une actualité plus récente pour moi. Les paroles décisives sur la question ont été prononcées en 2018, un an avant sa mort, par notre collègue, pour une fois je peux dire tout à fait notre comment dire, en toute confiance, puisqu'il avait à la fois une formation de biologiste et une formation de sociologue. Je parle de Laurent Mermet. Et j'aurais bien voulu vous entendre, vous laisser faire entendre un tout petit extrait d'une vidéo dont je vous recommande la vision intégrale, mais la vision intégrale fait 1h41. Moi, je ne vais vous prendre qu'une minute. Et donc, à la fin de sa vie, il n'était plus en état physique d'aller donner cours, donc il enregistrait des interventions sur YouTube, qui sont un certain nombre sont très facilement, enfin, vous pouvez les lire comme ça. Il est lui-même spécialiste, je le dis pour ceux qui ne le connaîtraient pas, de l'analyse stratégique de la gestion environnementale. Et dans cette vidéo-ci, il organise lui-même un débat avec Aurélien Barraud. Alors Aurélien Barraud, je suppose que vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas au départ, je vous avoue, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et c'est donc qui est astrophysicien lui-même et philosophe aussi. Alors voilà, je vous fais écouter ce petit extrait. Je vous dis un mot juste de ce qui a été dit avant. Mermet s'étonne des présentations, notamment celle d'Aurélien Barraud, qui, face aux défis climatiques, suggère l'alternative: l'humanité va perdre ou l'humanité va gagner, tous perdants ou tous gagnants. Et Mermet dit ce qu'on observe dans l'histoire, c'est pas des jeux tous perdants, tous gagnants, c'est certains gagnent et d'autres perdent. Et donc la question, c'est pas de savoir qui va perdre, enfin si on va être gagnant ou si on va être perdant, c'est plutôt de savoir qui va gagner et qui va perdre, qui va vivre et qui va mourir. Dans ce contexte aussi, toujours le même Aurélien Barraud estime, et vous savez qu'il est très loin d'être le seul, que, et ça nous met au cœur du propos de notre journée, que des guerres, notamment des guerres climatiques, sont inéluctables. Et voilà comment alors comment Laurent Mermet réagit à cette annonce. On pourrait tout à fait embrayer sur une question tout autre. Par exemple, moi, quand j'entends cette annonce d'une guerre inévitable, moi j'ai envie de poser des questions très simples. Cette guerre, est-ce que nous avons des chances de la gagner? Et qui vont être nos ennemis dans cette guerre? Quels vont être les affrontements et qui va mourir dans cette guerre? Est-ce que nos équipements militaires actuels sont adaptés aux formes de guerre? Est-ce qu'on a réfléchi aux formes spécifiques de guerre qui viendront avec ces crises-là? Est-ce que ça ne serait pas une priorité majeure dans la formation de la jeune génération de former les guerriers qui nous permettront de survivre dans cette guerre? Donc, quand quelqu'un annonce une guerre avec des arguments crédibles, pour moi, il y a une étrangeté à ne pas poser la question: est-ce que nous faisons bien ce qu'il faut pour la gagner? Le fait que cette question soit très peu posée entre nous est précisément ce que Laurent Mermet appelait le refoulement du distributif. Le refoulement, parce que c'est tellement plus simple de dire on y va tous, l'humanité contre le réchauffement, contre la guerre, sauf que l'humanité n'est pas un sujet d'action. Il y a des sujets d'action qui sont des États, des toutes sortes. Enfin, je ne vais pas commencer un cours de sociologie de l'action, mais l'humanité n'en est pas un.
Donc, est-ce que nos équipements sont adaptés? Est-ce que nous avons réfléchi aux formes spécifiques des guerres? Qui seront nos ennemis? Laurent posait la question de manière provocante, avec un réalisme cru et sans développer la dimension éthique. Dans l'état actuel des prévisions, autant que j'en sache, je parle sous votre contrôle, nous savons que sur les 2 milliards d'individus qui vivront, si tout se poursuit à conditions égales, qui vivront en 2070 sous des températures moyennes de plus de 29 degrés, l'énorme majorité seront des populations du Sud. En particulier, ça c'est pour me dire que je dois commencer à arrêter. Hop. Mais voilà. Donc en particulier d'Asie, et notamment dans ces 2 puissances nucléaires que sont l'Inde et le Pakistan, et d'Afrique. Alors par la force des choses, il est probable qu'ils deviennent nos ennemis objectifs. Sommes-nous disposés à nous battre contre de malheureux réfugiés climatiques? Jusqu'à quel point sommes-nous disposés à utiliser de la violence pour nous défendre de la misère du monde? Ces questions, je constate chaque jour comme Mermet le refus de les poser. Soyons certains, cependant, qu'il y a des sphères où elles sont posées, des cénacles confidentiels auxquels les citoyens ordinaires n'ont aucun accès et dont ils ne savent rien. En cas de crise, des protocoles sortiront comme des lapins d'un chapeau de magicien qu'il ne sera plus temps de débattre. C'est pourquoi je crois qu'il est nécessaire que nous universitaires, nous impliquions pour donner une dimension publique à ces débats. Ce n'est pas seulement un souci de démocratisation, c'est surtout un souci d'explicitation des limites éthico-politiques de l'éventuelle défense de nos privilèges et des règles de priorisation. Il y aura des priorisations, des règles de priorisation qui sont déjà, de nouveau, qui ne sont pas thématisées, mais bien évidemment, toutes les pratiques sociales le montrent. La vie d'un malheureux malien vaut beaucoup moins que la vie d'un Français. Tout ça peut être objectivé de façon extrêmement précise. Donc il y a des règles de priorisation, mais là, on arrive dans des situations où les enjeux seront considérablement plus dramatiques. Et je pense qu'il serait grand temps et très nécessaire de sortir ces questions des cénacles où ils sont actuellement discutés, avec un souci exclusif, je pense maintenant, d'efficacité, de comment est-ce qu'on va gagner, point, quel qu'en soit le prix, y compris pour nous. Alors, je vais arrêter là. J'avais envie de réagir, bon, on aura encore l'occasion de le faire. Juste une petite chose que j'ignorais complètement, et je remercie notre collègue Benoît de l'avoir mentionné. J'ignorais totalement, moi, qu'en 10 ans, on pouvait démanteler éventuellement l'arsenal nucléaire. Démanteler l'arsenal nucléaire, et notamment dans les scénarios que j'ai lus, c'est quand même les effets du réchauffement entre l'Inde et le Pakistan, qui rendent l'Inde à peu près inhabitable, ça aboutit assez vite à une guerre nucléaire, avec utilisation d'armes tactiques, d'abord par le Pakistan, qui voit arriver la plus nombreuse armée du monde, 1 400 000 soldats actuellement sur son territoire, qui riposte par un missile, donc avec à tête nucléaire. Et il ne faut pas un mois pour que ça échappe à tout contrôle. Et comme on l'a mentionné ce matin aussi, dans un premier temps, ça fait beaucoup des millions et des millions de morts, mais dans un deuxième temps, ça en fait encore beaucoup plus par l'hiver nucléaire,
qui n'est pas du tout limité à la région, mais qui affecte des parties considérables de la planète. Et donc, il me semble que savoir que la temporalité de 10 ans suffirait si on y met le paquet, a provoqué là quelque chose qui a pu déjà être fait. Bon, alors, le contexte est plus mauvais que jamais, hein. Mais au moins ça donne une perspective de quelque chose qu'on peut dire aux jeunes chercheurs, quelque chose qu'on peut dire aux étudiants face à ce qui me semble être parfois un risque de la scientifisation des conflits aussi. C'est une démobilisation. De toute façon, on n'y comprend rien. Alors, que voulez-vous qu'on y fasse, hein, ce sentiment on n'est plus dans des guerres où on prend un fusil, etc. C'est quoi ces drones qui sont commandés par de l'intelligence artificielle, etc. On n'en sait rien. Donc là, voilà, c'est pour finir sur une petite note d'optimisme et je vous remercie de votre attention.